Oui, alors écoutez, bonjour et merci de participer à notre webinaire ce matin, donc qui porte sur la responsabilité sociétale des entreprises, notamment avec un angle de prise en compte qui est celui de la crise que nous venons de partager. Et donc l'idée en quoi la responsabilité sociétale des entreprises pourrait être une source de performance durable pour les entreprises et notamment dans le cadre de situations de gestion de crise. Alors, ce webinaire a été co-organisé par l'ensemble des CCI de Nouvelle-Aquitaine et la délégation régionale du groupe AFNOR. C'est la raison pour laquelle vous voyez 4 vignettes peut-être sur votre écran en termes d'intervenants. Donc, puisque nous serons 4 personnes à potentiellement intervenir, mais en tout cas, nous allons intervenir sur la présentation avec Isabelle Mouzet de la CCI de Niort, et il y a également Laurence Bouaben et Estelle Régnier, respectivement de la CCI de Pau et de la CCI de Bordeaux, qui seront là aussi pour participer à la modération de nos échanges, puisque nous avons prévu que ce webinaire soit aussi sur une partie participative au niveau des échanges. Alors, nous vous proposons une intervention en 4 temps. Un premier temps où je vais vous parler de responsabilité sociétale et de développement durable, de façon à bien introduire le sujet dans le cadre duquel nous allons pouvoir échanger après et échanger sur comment vous accompagner. Un deuxième temps qui va porter sur un échange sur le contexte vécu pendant cette période de crise Covid et avec un échange après sur comment la responsabilité sociétale permet de vivre cet événement et de l'analyser. Pourquoi la responsabilité sociétale peut être une réponse post-crise Covid-19. Et enfin, un dernier temps, identifier la démarche et les solutions pour vous engager concrètement dans une démarche de responsabilité sociétale, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, ou pour vous accompagner dans l'amélioration de vos pratiques dans ce domaine-là. Et en fin de webinaire, il y aura un temps libre de questions-réponses. Alors, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est co-organisé par le réseau des CCI et de l'AFNOR. Donc, rapidement, nous allons nous présenter. Pour ma part, je suis Anne-Eugénie Gaspard et je fais partie de la délégation régionale du groupe AFNOR, qui a 4 métiers. Le cœur de notre activité est la normalisation, l'élaboration donc de référentiels qui sont des référentiels d'application volontaire et non pas des normes d'application obligatoires et réglementaires. C'est dans ce cadre-là que l'AFNOR anime le dispositif en France et représente les intérêts français sur la scène internationale, notamment pour la rédaction de l'ensemble des normes ISO à l'échelle internationale. Et je parlerai tout à l'heure de la norme ISO 26000, qui est donc un référentiel international pour lequel la France a été très fortement impliquée en termes de rédaction et de contribution. Ensuite, nous avons une activité d'édition. Nous sommes des éditeurs d'ouvrages également, bien sûr, d'abonnement et de veille pour tout ce qui est documents normatifs. Et donc, c'est le volet s'informer. Nous avons une activité formation avec une filiale de l'association qui s'appelle AFNOR Compétences et nous proposons donc des formations dans les entreprises ou interentreprises, surtout sur les démarches qui accompagnent la mise en place des normes volontaires dont j'ai parlé juste avant. Et une dernière activité qui est importante et que vous connaissez certainement, qui est celle de la certification, de la reconnaissance, de l'évaluation, avec AFNOR Certification, qui porte sur des prestations d'audit et de certification, tant sur les systèmes d'organisation des entreprises que sur les produits ou les personnes. Vous pouvez trouver l'ensemble des informations sur nos activités sur le site afnor.org. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Mouzet, basée à la CCI des Deux-Sèvres et référente RSE pour toutes les CCI de Nouvelle-Aquitaine. Très rapidement, les CCI sont bien sûr en proximité avec les entreprises sur tous les territoires de cette grande région et nous travaillons en partenariat avec plein de partenaires, bien sûr l'AFNOR, c'est évident ici, mais aussi l'ADEME, la région, l'ADREAL et bien d'autres. Donc, par rapport à notre activité auprès des entreprises,
On travaille à la fois sur de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la formation, dans des domaines très variés, mais en particulier sur le développement durable, nous avons 3 axes principaux. Un axe de transition écologique, un axe de transition énergétique et bien sûr la RSE qui nous réunit aujourd'hui. Sur le site qu'on vous mentionne sur cette diapo, donc, qui est un site que nous animons au niveau régional, la communauté des éco-entrepreneurs, vous avez de nombreux témoignages, également de nombreux articles et tout un agenda qui vous permettent de participer à notre programme et j'en dirai pas plus long pour l'instant. Alors, introduction à la responsabilité sociétale et l'ISO 26000. Comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, en fait, quand on parle de responsabilité sociétale, on parle de contribution, en fait, et de réponse aux enjeux de développement durable. Vous le savez, le développement durable est souvent illustré par 3 grands piliers, c'est-à-dire se préoccuper dans l'ensemble de ses activités et quotidiennement de l'impact des activités de nos entreprises sur l'environnement, sur le volet social, que ce soit dans l'entreprise ou sociétal à l'extérieur de l'entreprise, et bien sûr la performance économique. Donc, pour cela, il existe des référentiels à l'échelle internationale et la définition donc, du développement durable est celle de 1987 de Madame Gros-Brundtland, qui est de répondre aux besoins de notre société aujourd'hui, tout en prenant en compte les besoins des générations futures. Et donc, quand on est à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation, on va parler de responsabilité sociétale de l'entreprise pour répondre à ces enjeux de développement durable. Donc, on parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et plus globalement pour toutes les organisations, donc qui vont englober aussi les collectivités, les associations, les organisations qui ne sont pas forcément à but lucratif. On va pouvoir parler aussi de RSO, responsabilité sociétale des organisations. À l'échelle internationale, donc, on parle des objectifs de développement durable en termes de définition de développement durable aujourd'hui pour avoir un cadre de référence qui est partagé. Donc, comme c'est présenté ici, la responsabilité sociétale, la RSO, concerne l'ensemble des organisations et des entreprises. Et pour les entreprises, tant une TPE, même une entreprise unipersonnelle, que des PME, des ETI ou des multinationales. La taille de l'entreprise, son effectif, le nombre de sites et d'implantations ou nationales ou à l'échelle internationale, ça sera simplement la façon de déployer la démarche qui sera particulière à l'entreprise, mais l'ensemble des enjeux de développement durable concerne toutes les organisations. Une illustration d'un enjeu environnemental que je vous présente ici, c'est l'empreinte écologique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la pression que nous exerçons sur l'environnement pour développer nos activités, même à titre individuel, pour notre vie au quotidien. C'est-à-dire quelle pression on va avoir sur l'environnement en termes de consommation de ressources et également la capacité de la Terre, de la planète, à absorber nos rejets, à absorber nos déchets et à se régénérer pour continuer à nous fournir les ressources naturelles dont nous avons besoin pour vivre. Et là, on se rend compte qu'on a une consommation qui est un peu trop importante au regard du nombre d'êtres humains sur la planète. Et donc, quand on parle d'empreinte écologique, il faut que nous réduisions cette empreinte parce que nous entendons maintenant depuis 5-6 ans dans l'actualité qu'on dépasse la consommation de ces ressources naturelles. L'illustration est ici. On a eu le jour du dépassement mondial en 2017, le 2 août. En 2018, le 1er août. En 2019, c'était le 29 juillet. Et exceptionnellement, cette année, je n'ai plus la date exactement en tête, à cause de la crise Covid, on va repasser 3 semaines plus tard vers le 22 août. Mais on voit bien que, en fait, on a consommé trop de ressources naturelles trop tôt dans l'année. Au moins, en France, nos comportements par rapport à l'environnement présentent une empreinte écologique qui est dépassée à partir de la première semaine du mois de mai. Donc, il est nécessaire d'agir. Un indicateur sur le volet humain, c'est celui de l'indice de développement humain, qui en fait est un indice qui est composite, qui prend en compte les conditions de vie humaines
et des individus, que ce soit en termes d'accès à la santé, accès au logement, accès à l'éducation, accès à l'eau, également à pouvoir avoir un minimum de ressources économiques pour vivre. Et on voit sur le schéma qui est ici présenté que l'indice de développement humain, qui est préconisé de plus de 0,8 par l'ONU à l'échelle internationale, n'est simplement atteint que par les pays ici représentés en bleu, et les pays en rouge sont les pays qui ont l'indice de développement humain le moins développé. Et donc, quand on parle de développement durable et sur le volet social, c'est aussi rechercher un niveau de qualité de vie qui soit suffisant pour que les personnes puissent avoir des conditions de vie décentes. Sur le volet économique, une illustration, on mesure souvent la performance économique ou la santé économique d'un pays à celui de son PIB. Et donc, c'est quelque chose qui peut être questionné. Et je vous partage ici un discours de Bob Kennedy en 1968 qui parlait du PIB et qui aujourd'hui, les commentaires sont toujours les mêmes. Notre PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il comptabilise les systèmes de sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction des forêts de séquoia ainsi que le remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production de napalm, des armes, des voitures blindées de la police, qui sont destinés à réprimer des émeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication de fusils ou de couteaux, ainsi que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre des jouets qui correspondent à nos enfants. Donc, en fait, des jouets qui correspondent un petit peu à des actes de guerre. Mais en revanche, le PIB ne prend pas en compte la santé des enfants, la qualité de leur instruction, ni la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, en tout cas, il ne mesure pas la qualité de vie perçue et vécue par les habitants. Et donc, c'est quelque chose que l'on va retrouver voilà, dans les réflexions qu'amène cette notion de responsabilité sociétale également. Voilà, pour continuer, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de RSE, on parle aussi de développement durable. Et à l'échelle internationale, en fait, aujourd'hui, nous avons depuis 2015 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles et un agenda 2030 dans lequel on se fixe des objectifs. Ce sont les États qui fixent ces objectifs-là. Et donc, nous, en tant qu'entreprise, finalement, on est aussi contributeurs de ces objectifs de développement durable qui sont ici présentés. Donc, un objectif pas de pauvreté, de zéro faim, un objectif de préservation de la vie aquatique, de la bonne santé et de bien-être, d'éducation de qualité, d'égalité entre les sexes, un enjeu sur sur l'eau et puis l'assainissement, sur l'énergie propre à un coût abordable, sur un travail décent et croissance économique, au niveau industrie, sur l'innovation et infrastructure, réduire les inégalités, ville et communautés durables, consommation et production responsable, des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la vie terrestre, et puis après, plus globalement, paix, justice, institutions efficaces, et le 17e objectif est les partenariats pour pouvoir tenir ces objectifs de développement durable. Donc ça, c'est les enjeux globaux. Et après s'inscrit donc la responsabilité sociétale pour répondre à ces enjeux-là. Et on a un document de référence pour construire sa démarche RSE qui est l'ISO 26000, qui a été publié en 2010, qui est toujours aujourd'hui le cadre de référence, qui donne des lignes directrices pour mettre en place une démarche de responsabilité sociétale, qui fait donc référence aux textes internationaux, avec des principes de démarche, une bibliothèque, donc l'ensemble des domaines sur lesquels on a à questionner l'impact de nos pratiques pour pouvoir mettre en place des plans d'action. Ce référentiel qui s'appelle ISO 26000 n'est pas un référentiel de management, d'accord? Donc après, on va s'appuyer sur des outils et des méthodes existantes pour prendre en compte les questions climatiques, les questions de qualité de vie au travail, par exemple, ou de bonnes pratiques dans les affaires, de lutte contre la corruption. Il y a 7 principes de comportement
qui sont listés ici. Donc, finalement, l'entreprise est comme un organisme vivant, un écosystème. Et donc, comme il vit, il a aussi des principes et des valeurs à partager. Les principes n'ont pas d'importance plus forte les uns que les autres. L'idée, c'est que chacun doit se les approprier et les respecter. Redevabilité, rendre compte de ce que l'on fait. Transparence, être transparent sur ce que l'on fait, les pratiques, les résultats que l'on obtient. Avoir un comportement éthique. Donc, en fait, il convient que son entreprise soit respectueux des parties prenantes et respecte aussi les valeurs et les engagements qu'il a pris. Quelque chose qui est fondamental après dans la pratique de la mise en œuvre de l'ARS, c'est la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Le respect du principe de l'égalité, respecter la loi, prendre en compte les normes internationales de comportement quand il n'y a pas de réglementation, s'appuyer sur les référentiels internationaux. Et in fine, et c'est central dans la responsabilité sociétale, c'est respecter les droits de l'homme. Deux pratiques fondamentales de la responsabilité sociétale. Vous avez des principes de comportement et après, vous allez identifier avec qui vous êtes en interaction dans vos pratiques quotidiennes, que ce soit avec vos salariés en interne, vos actionnaires, vos adhérents, administrateurs, mais également avec l'ensemble des parties prenantes en externe et voir quelles sont les attentes que ces parties prenantes ont vis-à-vis de votre entreprise, de vos activités, de façon directe ou indirecte. Et après, au même niveau d'importance, vous allez identifier les domaines sur lesquels vous avez une importance en termes d'action et les domaines sur lesquels, en fait, vous devez porter votre attention et améliorer vos pratiques. Ces domaines sont présentés en 7 questions centrales dans l'ISO 26000. C'est ça qui représente la bibliothèque de domaines d'action que l'on appelle, il y en a une quarantaine, sur lesquels vous allez vous dire quelles sont mes pratiques, quels sont les risques, qu'attendent mes parties prenantes par rapport à ça, quels sont mes impacts, de façon à mettre un niveau d'importance et de hiérarchie de ces sujets-là, et donc prioriser votre action et votre plan d'action derrière. Ces questions centrales sont donc au nombre de 7, avec les droits de l'homme, et puis les domaines d'action qui sont présentés ici, les relations et conditions de travail, avec les domaines d'action également, la question de l'environnement, la question de la loyauté des pratiques, avec la question de la protection des consommateurs, où là on retrouvera plutôt tout le volet économique et tout le volet contractuel que l'on peut avoir avec ses clients et ses consommateurs. Un autre volet qui est la contribution au développement local, donc l'ancrage territorial. Donc là, c'est comment en fait on est aussi porteur et on contribue au développement durable du territoire sur lequel on est implanté. Et une question centrale qui est la question de la gouvernance de l'organisation. C'est-à-dire comment en fait, dans ma stratégie d'entreprise, dans la gouvernance de mon entreprise, dans mes systèmes de management, dans ma gestion de projet, dans ma communication interne-externe, dans ma démarche d'amélioration continue, comment est-ce que j'intègre l'ensemble de ces enjeux de responsabilité sociétale. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième partie, après cette introduction un peu rapide, mais ce n'était pas l'objet d'avoir une présentation très approfondie. Anne-Eugénie, oui. Je me permets de te couper parce qu'en fait, nous avons essayé de donner la parole à nos spectateurs, mais apparemment, ils ne peuvent pas converser via le chat. Et je ne suis pas certaine que nous arrivions à leur céder la parole. Donc, je pense que c'est de ton côté que tu vas pouvoir peut-être débloquer les choses, si tu y arrives. Et sinon, Alors, pour cette deuxième partie, ça risque d'être compliqué. Mais en attendant que Anne-Eugénie essaie de débloquer la situation, on vous avait mis en illustration cette image qui a tourné sur les réseaux sociaux avec un petit village qui est, on va dire, pris par le Covid-19, mais derrière, qui risque de la récession arrive, le changement climatique, et derrière, vous avez la vague que l'on ne voit pas qui est la biodiversité. Voilà, alors a priori, c'est bon, c'est débloqué. Donc, c'est débloqué pour une partie des participants. Voilà, très bien. Alors, voilà. C'est débloqué pour tous les participants normalement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, en fait, sur cette partie-là, introductive, nous vous proposons maintenant, donc vous voyez que la responsabilité sociétale englobe finalement l'ensemble des champs.
Et donc, c'est de vous donner la parole et d'échanger avec vous sur qu'avez-vous vécu pendant les 3-4 mois que nous venons de passer, puisque ça a été une période de crise. Pour certains, une activité qui a été maintenue, voire même développée et très soutenue. Pour d'autres, une activité qui a été totalement stoppée. Beaucoup de télétravail qui a pu être aussi mis en place, mais avec des adaptations en termes d'organisation et de communication. Et donc, ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est de partager sur les situations que vous avez vécues, sur ces différents piliers du développement durable, et à partir de là, de voir comment la responsabilité sociétale peut être un bon guide de lecture de la situation, de la gestion de la situation, et finalement d'inscrire ce qui a pu être vécu dans quelque chose de construit après et d'en tirer une expérience dans une démarche plus globale de RSE ensuite. Donc, je vous laisse la parole et puis on va vous la passer les uns après les autres pendant un quart d'heure environ. Alors, qui est-ce qui souhaite parler? Si vous pouvez parler. Alors, est-ce que vos entreprises ont stoppé complètement leur activité pendant cette crise? Est-ce que vous avez dû adapter votre activité peut-être? Il y a des entreprises qui ont réorienté leur activité pour pouvoir être en soutien peut-être au secteur de la santé. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, ben, peut-être que vous avez dû être mobilisé de façon à pouvoir produire. Si vous voulez, je peux Allez-y. démarrer la discussion. C'est toujours le premier ou la première qui Merci. est plus compliqué. Donc, Christelle Cortivou de la société Modis. Donc, c'est une société de prestation de services. Donc, en termes d'adaptation, alors c'est une société de prestation de services qui appartient au groupe Adéco. D'accord. Donc, en termes d'adaptation du contexte, donc effectivement, dans l'entreprise, il y a eu des mesures de chômage partiel qui ont été prises avec de différentes ampleurs, c'est-à-dire à la fois des collègues qui n'ont qu'une demi-journée dans la semaine ou des collègues qui sont plus impactés avec plusieurs jours dans la semaine de chômage partiel, en fait, en fonction des activités, des domaines dans lesquels ils intervenaient. Pour ceux qui intervenaient chez des clients, bah là, on va toucher du doigt l'adéquation et un petit peu l'interaction avec le client. Donc, en fonction des domaines d'activité dans lesquels les collaborateurs intervenaient, bah, certains ont pu poursuivre leur intervention avec les mesures de télétravail principalement, et d'autres ont été freinés dans leur dans le déroulement de leur intervention. Donc après, au niveau des ressentis, je pense que tout le monde... alors, la mesure de télétravail était déjà un peu présente dans l'entreprise. Certains collègues avaient parfois recours au télétravail pour travailler de façon plus concentrée sur certains dossiers. Mais là, on y a tous touché, on a tous bien fait l'expérience du télétravail quand même, je pense. Oui, très bien. Voilà. Et alors après, sur les envies de changement ou des actions concrètes, donc il y a eu beaucoup quand même de communication maintenue par l'entreprise avec beaucoup de... Il y a eu, je trouve, un grand flux de communication pour permettre le maintien des liens avec les gens et entre eux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une bonne pratique et vraiment peut-être de manière à ne pas perdre, un peu comme les étudiants et les scolaires, de ne pas avoir les décrocheurs. On est un peu sur des phénomènes similaires, je pense. Tout à fait, très bien. Je vais laisser la parole à d'autres. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois que certains ont leur micro. Alors, parce que je ne vois pas qui est-ce qui veut prendre la main. Il n'y a pas la petite main qui s'affiche. Mais je vois que certains d'entre vous ont les micros allumés. Donc, on peut peut-être faire comme ça. Si ceux qui ont les micros allumés veulent prendre la parole, ou si c'est juste une erreur. Alors, merci. Oui, si vous ne voulez pas prendre la parole, c'est un peu compliqué. En fait, voilà, merci beaucoup pour votre témoignage. Là, vous avez, si on prend les 3 piliers rapidement du développement durable, vous étiez
vous avez témoigné sur le volet social, notamment, et donc adaptation des conditions de travail, excusez-moi, des salariés, et puis la relation aussi et la communication interne qui a dû se mettre en place et s'adapter. Et donc après, là, on est vraiment sur un sujet qui est l'organisation du travail, la communication et l'adaptation après aussi des salariés. Dans le quotidien, on est aussi sur ça, finalement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les outils qui ont été mis en place, notamment sur cette question de télétravail et de communication. Et peut-être après cette période-là, d'aller sur de l'écoute et puis de voir ce qui a été bénéfique, ce qui a été plus compliqué, parce que certains l'ont mal vécu aussi, cette question de télétravail, d'éloignement, de coupure, de relations finalement au quotidien avec les collègues ou avec les clients. Et donc, voilà. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, il y a les domaines. Donc, on pourrait être sur la question de la qualité de vie au travail, de l'organisation du travail, des conditions de travail aussi, sur le côté santé, sécurité au travail. Et après, on est sur le volet dialogue avec les parties prenantes. Donc là, en l'occurrence, la partie prenante, ce sont les salariés. Et donc, voir comment, finalement, on est en écoute des besoins et attentes et vécus des salariés. On le sait aujourd'hui, voilà, dans les évolutions, cette question de relation avec les salariés est très importante dans la qualité de vie au travail et la question du ressenti des salariés au travail. Voilà, Et donc là, on voit ce si je peux sujet-là. me permettre Oui. un petit complément, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément orienté mon témoignage avec les 3 piliers, donc je vais être un petit peu sèche pour la préservation de l'environnement, si ce n'est que le télétravail a diminué fortement les déplacements, donc je dirais à l'échelle d'une entreprise et je pense à l'échelle même de l'ensemble de la société, il y a eu une vraie baisse de la consommation, de tout ça. En revanche, sur la performance économique, on l'a aussi de facto, comme on est une société de prestation de services avec des interactions avec les clients. Certains clients ont suspendu leur demande d'intervention et là, du coup, on a été aussi impacté sous cet angle-là. Voilà. Donc voilà, ça illustre. Et donc, en fait, vous voyez que quand on regarde, en fait, du côté progrès social, du côté social, il y a des choses qui se sont passées, à voir ce sur quoi on peut capitaliser. Sur le côté environnemental, en fait, il y a eu du bénéfice, ce n'était pas volontaire, mais il y a eu des bénéfices. Donc, est-ce qu'il y a une partie des pratiques qui ont été mises en place qui pourraient perdurer pour garder une partie de ces bénéfices-là, sans remettre en cause après la relation client et puis l'activité avec un impact économique et négatif. Et après, il y a eu des impacts économiques. Et donc, de la même façon, on va identifier les impacts économiques, la cause, et puis après, voilà, comment y remédier. C'est ce que permet en fait cette démarche RSE, c'est de chercher les équilibres et les meilleurs équilibres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait prêt à témoigner? Directement, non. Bon. Non, je ne vois personne qui lève la Ouais. main, Anne-Eugénie. Alors, je vais reprendre juste une illustration et après, on va continuer, si vous voulez. C'est toujours cette question de dialogue avec les parties prenantes. Alors, la slide… Ah, je t'arrête. On a Catherine qui a levé la main. Très bien. Donc, je vais lui proposer d'activer son micro. Voilà. Voilà, j'ouvre mon micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors une petite, effectivement, intervention sur la préservation de l'environnement et des choses qui peuvent du coup perdurer par la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, pendant le confinement, alors nous, on n'est pas une entreprise, hein, on est une association. Oui. On est un pays dont les membres sont les communautés de communes et on travaille pour les communes, les communautés de communes, des porteurs de projets privés que l'on accompagne dans le développement de leurs projets. Alors, c'est vrai que nous, on a énormément de réunions. On est sur un territoire qui regroupe 73 communes, donc qui est très, très éloigné, très vaste. Et on se rendait compte avant le confinement que sur certaines réunions, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Et pour avoir fait beaucoup de webinaires et de réunions par webcam pendant le confinement, on s'est rendu compte que finalement, certaines réunions, par exemple au niveau national, il y avait beaucoup de gens qui, en temps normal, ne se seraient peut-être pas forcément déplacés si on compte le temps de route ou de train, etc., pour une demi-journée de réunion. Et nous, sur le territoire, on se dit que effectivement, peut-être qu'il peut être intéressant de garder pour certaines réunions cette idée de faire des réunions par web, par visio, pour éviter à des personnes de faire 1 heure de déplacement pour aller d'un bout à l'autre du territoire
pour venir en réunion. Et on se pose la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut effectivement aussi mélanger avec du présentiel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir, celles qui sont prêtes, celles qui ont envie, et celles qui n'ont pas envie, leur laisser la possibilité d'être quand même présents en réunion avec la visio. Voilà, donc ça c'est quelque chose auquel on ne pensait pas forcément avant, qu'on aurait pu mettre certainement en place avant, mais auquel on ne pensait pas forcément, et qui fait que cette obligation de mettre en place pendant le confinement nous fait poser la question de l'avenir différemment. Donc effectivement, l'objectif de cette question, c'est pas forcément la préservation de l'environnement, mais peut-être plutôt de pouvoir avoir plus de monde aux réunions et pouvoir redynamiser en gagnant effectivement en temps de déplacement et du coup, effectivement, indirectement impacter l'environnement. Et la performance économique, parce qu'il y a des frais qui sont engagés en moins. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, on n'a pas de performance économique dans le sens où on produit. Il faut gérer le budget, oui. Mais voilà, on gère le budget. C'est vrai que du coup, ça fait aussi moins de frais de déplacement pour les salariés. On pense aussi aux élus et aux partenaires qui viennent à nos réunions. Pour eux aussi, c'est aussi de l'économie sur tous ces déplacements, en effet. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Comme ça fait au moins double témoignage. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des réelles difficultés économiques qui sont rencontrées aujourd'hui par les entreprises parce que l'activité a été stoppée et on ne sait pas encore trop comment tout cela va répondre pour un grand nombre d'entreprises. Néanmoins, là, les témoignages ont montré des situations vécues et comme vous le voyez, finalement, on a des impacts et des situations qui sont de crise à gérer, difficultés, mais en même temps, on a des sujets qui sont remontés, qui sont plutôt des opportunités positives. Et ce qu'amène cette démarche de responsabilité, souvent sociétale, c'est souvent de l'innovation. C'est-à-dire qu'on va se dire, là, il y a une difficulté, on va trouver une réponse. Et on va aller après analyser le cycle de vie de la réponse pour voir si globalement il est intéressant tant sur le volet environnemental, social que économique. L'illustration sur le télétravail, c'est que voilà, ça a été vraiment une réponse avec les arguments que vous venez de présenter. Mais pour le travail, pour certains, il y en a qui ont mal vécu la durée de travail à domicile. Pour ceux qui avaient des enfants, c'était compliqué de travailler à distance et des enfants. Et puis, plus globalement, si on regarde l'impact économique du télétravail, c'est l'usage du numérique. Et le numérique est un fort consommateur d'énergie et donc de production aussi, finalement, selon la ressource en énergie et les modes de production de cette ressource-là, producteurs d'impacts environnementaux qui sont importants. Donc, on regarde l'ensemble de ces sujets-là. Voilà. Mais au moins, ce que ça vous permet, c'est de vous poser l'ensemble des questions. Donc, vous êtes dans une entreprise qui est apprenante. Vous réfléchissez de façon un peu transversale et collective dans votre entreprise avec les personnes qui sont concernées, qui veulent être impliquées éventuellement et avec les parties prenantes externes qui vont vous apporter des éléments de réflexion, de la connaissance, de façon à trouver les meilleures réponses possibles. D'accord ? Voilà en gros la démarche de façon globale. L'idée étant d'être dans une démarche de connaissance de ses responsabilités, de mise en place d'un plan d'action pour pouvoir progresser, limiter ses impacts négatifs, innover et être dans une démarche d'amélioration continue. Voilà un petit peu le sens de la démarche. Alors maintenant, comment s'engager dans une démarche RSE pour devenir un contributeur positif dans la responsabilité sociétale? Et là, je vais passer la parole à Isabelle Mouzet. Merci Anne-Eugénie. Donc, je vais vous parler rapidement de ce qu'on peut vous proposer, les CCI et leur réseau. Alors, sachant que depuis 2010, on a déjà organisé 80 ateliers de découverte RSE sur tout le territoire Nouvelle-Aquitaine, qui est très grand encore une fois, donc avec la capacité, la chance du réseau CCI d'être vraiment en proximité, parce qu'on vient de l'évoquer à travers vos témoignages, se déplacer, c'est pas toujours évident. Donc, on a affaire à des TPE et des PME qui préfèrent, si c'est possible, ce qu'on mesure, c'est un rayon maximum d'1 heure, effectivement, pour pouvoir se réunir et travailler ensemble. Donc 80 ateliers découvertes organisés, un peu plus de 120 diagnostics. Je vais vous en parler de manière un peu plus détaillée de ce qu'on propose, de ce qu'on propose aux PME et TPE. Tout ça avec un partenariat qui, je viens de le calculer,
avec l'AFNOR dure depuis 14 ans. Donc, on peut dire qu'on a une relation de confiance et de fidélité qui s'est bien installée. Et également, pour réagir à vos témoignages de tout à l'heure, je dirais que sur les entreprises que, en ce qui me concerne, j'accompagne depuis toutes ces années sur la démarche RSE, eh bien, j'ai pu constater avec elles qu'elles ont une cohésion, une très forte cohésion qui a pu se manifester pour traverser cette crise, et que je crois que c'est un des avantages très forts de la RSE, c'est de pouvoir manifester cette cohésion face à des difficultés qu'une entreprise, de toute façon, comme toute organisation, rencontrera un jour ou l'autre. Et là, on a pu voir des organisations, des entreprises vraiment très réactives, très agiles, très adaptées, avec des personnels très mobilisés. Et ça fait vraiment plaisir de voir que la RSE permet vraiment des résultats à ce niveau-là. Au-delà du fait que, bien sûr, on va aussi travailler sur la réduction de l'impact environnemental et bien sûr la performance économique, hein, qui là, pour le coup, a été mise à mal à travers cette crise, mais la cohésion permettant de limiter la casse, entre guillemets. Alors moi, je vais vous parler un petit peu donc, de ce que la CCI peut faire pour vous, sachant qu'on a mis au point avec l'AFNOR, donc il y a déjà pas mal d'années, on l'améliore en continu bien sûr, un diagnostic RSE qu'on qualifie de diagnostic court, mais qui est en fait très complet, donc qui balaye vraiment énormément de choses et qui peut être adapté à vos besoins, donc avec un accompagnement sur mesure en fonction de vos degrés de maturité et de la façon dont vous voulez travailler. Donc ça, c'est chaque interlocuteur, donc chaque CCI avec lequel vous pourrez étudier votre besoin et la mise en œuvre de ce diagnostic, donc qui est basé entièrement sur l'ISO 26000 et qui a été réalisé avec l'AFNOR sur le référentiel, qui est le référentiel qui sert aujourd'hui à la labellisation engagée RSE, autrefois à FAC 26000, si certains se souviennent de cette dénomination. Donc, sachant qu'il y a évidemment bien d'autres labellisations que engagées RSE, des labellisations professionnelles ou généralistes. Alors, ce qu'on vous propose, donc, c'est de travailler. Alors, il faudrait peut-être revenir en arrière encore. Je suis un peu décalée sur le diaporama. Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, hein, pour aborder la RSE, on va travailler sur les pratiques de votre entreprise. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on va dresser un premier profil de performance en partant bien sûr des pratiques les plus positives que vous avez, mais aussi on va essayer d'évaluer l'ensemble de vos pratiques au regard de la RSE. Et donc, ça va se faire avec un benchmark de pratiques. Donc, on va essayer de voir où vous en êtes, de vous placer par rapport, et c'est vous qui allez aussi vous évaluer, vous auto-évaluer avec notre aide sur ce qui se fait ailleurs, ce que vous pourriez faire, ce que vous faites déjà, et où vous en êtes par rapport à l'importance des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Donc, c'est cette évaluation, cette notation qu'on va faire avec vous qui va permettre de dresser ce profil de performance. Et puis, comme le disait Anne-Eugénie, on va aussi voir, et ça c'est vraiment une richesse dans la RSE, comment ça se passe avec vos parties prenantes et évaluer également vos relations avec ces parties prenantes, encore une fois, au regard des enjeux auxquels vous êtes confrontés et de l'importance qu'ils peuvent revêtir. Et là, on a une liste abondante, hein, je dirais, dans une trentaine de catégories, d'une centaine de parties prenantes sur lesquelles on peut vous suggérer de réfléchir, mais qui évidemment n'est pas exhaustive, hein, parce que chacun a ses parties prenantes. Et à partir de là, eh ben, on dresse des priorités avec vous, hein, bien sûr, c'est dans un dialogue permanent, surtout avec le chef d'entreprise et son équipe qu'il a voulu associer au diagnostic ou pas. Hein. Et des préconisations vont pouvoir apparaître, des priorités sur le court terme, le moyen terme et même le long terme. Et puis, quelquefois, il arrive que dans notre état des lieux, des urgences apparaissent. Hein. On a des petites cases qui se colorent en rouge avec réagir donc, sur notre outil. Et là, on étudie avec vous comment on va pouvoir travailler sur ces réactions rapides et agiles qu'il va peut-être falloir avoir. Mais bon, c'est quand même assez rare, mais ça arrive.
Et ce qui est important, c'est de vous dire qu'à ce moment-là, on va aussi réfléchir dans le temps, hein, dans la temporalité de votre programme RSE de TPE ou PME. On ne peut pas tout faire en même temps, on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Qu'est-ce qui est judicieux de démarrer et qu'est-ce qu'on pourra faire un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite, l'autre slide. Donc, la manière dont on travaille, pour faire très simple, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est qu'en fait, on va partir, comme on part du principe que l'entreprise est plutôt débutante, hein, elle souhaite structurer sa démarche de RSE à partir de l'ISO 26000 et de ce référentiel qui, encore une fois, est très complet. Mais on va partir de votre cœur de métier, de ce que vous faites, de votre quotidien, de votre gestion d'entreprise aujourd'hui. Par contre, on va la voir sous l'angle de la RSE. Ça va être un angle un petit peu différent de celui que vous pratiquez au quotidien parce qu'on ne va pas voir que l'aspect économique. Je ne reviens pas sur l'étendue des sujets qu'on va aborder. Et nous allons bien sûr regarder quels sont vos résultats, avec quelles ressources vous les obtenez. Et en particulier, on va faire un focus sur les ressources humaines de l'entreprise sur lequel on passe pas mal de temps. On va aussi beaucoup travailler sur l'écosystème local, voir un petit peu toutes ces parties prenantes qui participent de la richesse et de la performance de votre entreprise, et sur le déploiement donc de la démarche que vous pourriez avoir, jusqu'à la vision politique, la vision du chef d'entreprise, la vision qu'il souhaite partager avec ses parties prenantes et qui va s'enrichir au contact de ces parties prenantes. Et on va aborder, je ne vais pas le détailler ici, mais une notion très importante, c'est celle de sphère d'influence. Donc, simplement pour conclure sur mon propos, sur cet accompagnement, ce diagnostic et l'accompagnement RSE qu'on vous propose, vous voyez ici donc les 6 grandes familles qu'on aborde au cours de ce diagnostic et les 30 sous-critères, les 30 thématiques qu'on approfondit avec vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir une vision très globale et j'insiste sur le mot stratégique. On va vraiment voir avec le chef d'entreprise et son équipe la stratégie qu'il met en place, ce qui peut parfois, et même assez souvent, re-questionner le modèle économique. Voilà, je vais m'arrêter là et je repasse la parole à Anne-Eugénie. Alors, après avoir fait votre diagnostic, c'est l'étape initiale pour démarrer. Après, il faut que vous continuiez votre démarche. L'idée, ce n'est pas de vous arrêter à la première étape, c'est bien de poursuivre. Alors, ce que nous vous proposons en partenariat, donc les CCI et AFNOR, c'est dans un premier temps des possibilités de formation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure pour le groupe AFNOR, donc les formations sont essentiellement sur Paris. Par contre, on a la possibilité de proposer des formations pour accompagner votre démarche ou sur des piliers particuliers qui peuvent être plutôt orientés qualité de vie au travail, environnement ou autres. Et elles peuvent être organisées en intra ou en inter-entreprise à l'échelle régionale. Au niveau des CCI, il y a un cursus de formation qui est proposé aujourd'hui plutôt sur le département de la Charente-Maritime, mais qui peut être déployé ailleurs, qui est aussi une formation, je dirais action, hein, vous pourrez me préciser après, Isabelle, le contenu, mais qui est une formation action pour vous accompagner dans votre démarche RSE. Alors, en fait, c'est plutôt sur les Deux-Sèvres, mais c'est ouvert surtout côté Charente. Donc, effectivement, aussi Charente-Maritime pour les C'est ça, merci. Et après, nous travaillons en relation avec tout un réseau de consultants qui sont experts dans le domaine de la responsabilité sociétale, de confiance, et vers qui nous pouvons aussi vous orienter pour être accompagnés de façon globale ou plus spécifiquement sur certains domaines. Après, quand vous avez engagé votre démarche, vous pouvez choisir de faire reconnaître et labelliser votre démarche RSE, les résultats que vous obtenez. Pour reconnaître l'engagement de votre entreprise et la mobilisation de l'ensemble des salariés, de vos partenaires dans cette démarche-là et tous les résultats que vous produisez. Voilà, est-ce que ça produit en termes de changement aussi dans vos pratiques? Et aller sur la labellisation engagée RSE qui est proposée par AFNOR Certification. Donc, je vous ai mis le lien ici sur le PowerPoint.
qui vous permet d'avoir un positionnement sur 4 niveaux, mais surtout de rendre visible et de communiquer auprès de l'ensemble de vos parties prenantes vos résultats. Ensuite, pour communiquer vos bonnes pratiques, être dans un réseau d'acteurs, pour aller voir ce que font les autres, pour partager ce que vous faites, questionner aussi quelles pourraient être les pistes d'action et les pratiques existantes, nous avons des réseaux qui sont animés à l'échelle régionale. Alors, il y a Résonance, donc vous avez le site internet ici, qui est un réseau d'acteurs qui font la promotion de la RSE dans leur propre réseau. Donc, le réseau des CCI, AFNOR, avec l'ensemble des acteurs avec qui nous collaborons pour la promotion et le développement de la RSE selon ISO 26000 dans la région. Et donc, dans Résonance, il y a 12 secteurs d'activité, 12 organisations professionnelles, associations professionnelles qui sont partenaires. Donc, on va y retrouver de la construction durable, on va y retrouver de la culture, on va y retrouver l'agroalimentaire, on va y retrouver les acteurs de la communication, on va y retrouver l'enseignement supérieur, tout ce qui est insertion par l'activité économique. Je ne les ai pas tous cités, mais voilà. Donc, on partage nos bonnes pratiques, nos programmes aussi, nos animations, de façon à faire bénéficier les uns et les autres et surtout pouvoir mettre en lien, vous mettre en lien avec des entreprises et des organisations engagées. Ensuite, il y a le site Éco-entrepreneur. Isabelle, je te laisse le présenter. Oui, c'est le site Éco-entrepreneur. Donc, vous avez vu tout à l'heure la page en début de ce webinaire. C'est un site donc, qui regroupe toutes les entreprises qui ont une démarche éco-responsable avec un répertoire sur lequel vous êtes invité à vous inscrire. Donc, qui est déjà, alors historiquement, c'est un site Poitou-Charentes, donc il a un répertoire très riche sur cette ancienne région. Il est moins riche sur le reste de la région. Donc, je vous encourage, si vous n'y êtes pas et que vous avez une démarche, de vous inscrire. Et vous trouvez sur ce site donc de nombreuses ressources, à la fois du réseau CCI, mais aussi de tous les partenaires. Donc, on a des témoignages aussi d'entreprises qui ont engagé des démarches RSE ou qui ont des actions dans des domaines divers et variés, tels que la maîtrise de l'énergie, la biodiversité, la réduction des matières, tout ce qui est la réduction des impacts environnementaux, mais également tout ce qui va être achat responsable et encore d'autres domaines. Voilà. Et nous relayons également toutes les offres de temps d'échange ou d'information de l'ensemble des partenaires de Nouvelle-Aquitaine en développement durable. Voilà, donc ça vous fait 2 sites ressources à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est vraiment une région très dynamique et identifiée pour cela à l'échelle nationale, même si on a des projets de partenariat qui se développent à l'échelle internationale entre la région et puis d'autres régions du monde. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les consulter, à nous contacter pour valoriser aussi vos bonnes pratiques et si vous avez des questions à poser. Alors, pour aller plus loin, nous vous proposons, après ce webinaire aujourd'hui, d'organiser un webinaire qui soit pratique, format atelier, de façon à vous montrer concrètement ce que serait le déroulement d'un diagnostic court dans votre entreprise, au travers voilà, de petits cas pratiques où nous pourrions échanger et vous verriez la méthodologie utilisée et donc comprendre un peu plus concrètement l'intérêt que vous auriez à vous engager dans un diagnostic court. Et nous vous proposons 2 dates, le 21 juillet de 10h à midi ou le 29 septembre de 10h à midi. Donc, si vous êtes intéressé, nous vous enverrons un mail avec la présentation de ce webinaire, donc le PowerPoint. Et donc, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l'un ou l'autre de ces ateliers en mode webinaire. Donc, on restera sur une formule à distance. Et ça sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter de façon un peu plus précise le déroulement du label engagé RSE pour pouvoir vous positionner comme ça dans un parcours et savoir éventuellement si vous pouvez vous donner cette perspective-là dans votre démarche. Alors, Anne-Eugénie, nous avons 2 questions que oui. je propose je vais donner la parole alors à Béatrice. Oui. Alors, Béatrice, vous êtes là, Béatrice? Oui. Oui, je vous laisse poser votre question. Bonjour à tous.
J'espère que tout le monde m'entend correctement. Oui, Parfait. bonjour. Bonjour, je m'appelle Béatrice Barlerin, je suis en fait consultante et formatrice dans ces démarches QSE-RSE. Et je posais une question, parce que vous avez rappelé très justement que cette démarche n'est pas une démarche de management, c'est vraiment un engagement que l'on prend sur différentes thématiques dont vous avez très bien parlé. Mais il est vrai que sur le terrain, beaucoup d'entreprises relient cette démarche à, malheureusement, je dirais pour l'instant, à une démarche de management et se mettent en place cette démarche avec des défis. Et quand on parle de défis, ben, on parle d'atteindre des objectifs et donc des cibles. Et ma question était, dans les diagnostics que vous faites, est-ce qu'il y a cette notion, cette possibilité d'avoir ensuite des cibles? Je donnais comme exemple, ben voilà, on est sur la partie par exemple environnementale et le diagnostic a révélé qu'on avait un certain nombre de déchets non optimisés, on va dire ça comme ça. Et une cible serait de dire, ben voilà, on vous propose ou il serait intéressant de réduire de 50% cette production de déchets sur 2 ans, par exemple. Est-ce que ce diagnostic peut amener à avoir ces cibles assez facilement, quoi? Alors, je vais vous répondre. Bien sûr, oui, Béatrice, il n'y a pas de souci. C'est évident qu'on travaille là-dessus avec les entreprises. Alors, après, tout dépend de la longueur et de l'importance de l'accompagnement qu'on va faire. C'est un sujet qu'on aborde sur le diagnostic. Alors, évidemment, sur un sujet tel que les déchets, mais d'une manière plus globale, on va travailler sur tous les indicateurs qui vont permettre un pilotage de la démarche de RSE. Et donc, on va s'interroger sur les bons indicateurs, les indicateurs les plus simples et à collecter aussi, parce qu'il ne s'agit pas de créer une usine à gaz, hein, et essayer de voir un petit peu comment on peut mesurer, si on veut faire de l'amélioration continue, les efforts et les réussites qu'on va obtenir en se fixant des objectifs et un cap. Quand je parlais de vision du chef d'entreprise, ça c'est très important d'avoir ce cap et de pouvoir bien sûr le réviser, hein, parce que si par exemple on rencontre une petite crise Covid au passage, bon, il y a peut-être des objectifs qu'on va un peu changer ou peut-être augmenter d'ailleurs, parce qu'on voit que ça peut être aussi facteur de performance, par exemple en termes de réduction des déplacements. Voilà. Mais oui, bien sûr, on aborde ça. Merci. Peut-être que je pourrais préciser, c'est vrai qu'on aborde ces questions. Néanmoins, pour ne pas faire de fausses promesses, si on veut vraiment travailler sur un sujet en particulier, il faut quand même du coup avoir un accompagnement un peu plus poussé. Et effectivement, on peut vous accompagner sur la prévention des déchets, la mobilité, etc. Mais soyons clairs, le diagnostic court tel que nous le proposons là ne va pas aller dans un niveau de détail aussi technique que peut-être que vous pourriez l'attendre en parlant de cibles précises. Voilà. D'accord. On va peut-être, Estelle, dans ce cas-là, hein, si on est sur une entreprise qui n'a pas beaucoup de maturité, exemple les déchets, hein, proposer le diagnostic déchets de la CCI. Exactement. Donc, ça permettra de poursuivre le travail. Voilà. Et du coup, Isabelle, une autre question a été posée, celle de Antoine Bourrin, qui voulait connaître les conditions financières du diagnostic proposé par la CCI. Alors, le diagnostic RSE aujourd'hui, avec un petit peu d'accompagnement derrière. Alors, je précise ça parce que si vous faites une formation, vous n'aurez pas besoin de cet accompagnement. Donc, il sera un petit peu moins long à faire. Voilà. Mais c'est une question de temps. Hein. Le coût est une question de temps. Donc, aujourd'hui, on l'évalue à 3 jours et demi. Donc, ce qui fait 2 275 € hors taxe, sur lesquels donc, on a accès à une aide de la région, toutes les TPE et PME. Donc, vous pouvez solliciter une aide du conseil régional qui permet de couvrir 30 à 50% de cette somme, en fonction de votre taille. Effectivement, il y a un sujet sur lequel je ne suis pas intervenue tout à l'heure pour accompagner votre démarche. C'est une erreur. Voilà, on aurait dû l'afficher. Je vous ai parlé du projet Résonance, donc de ce réseau d'acteurs qui est conséquent. Et donc, on est soutenu sur ce projet-là et cette dynamique-là depuis 2013 par le conseil régional et l'ADREAL pour le volet État. Et le conseil régional, dans ce cadre-là, accompagne les entreprises en finançant les diagnostics, accompagnement, labellisation
ISO 26000 RSE des entreprises. Voilà. Donc là, rapprochez-vous de nous et puis on vous donnera la démarche à suivre pour pouvoir bénéficier de ces financements. Voilà, parce qu'ils estiment vraiment que c'est une orientation à prendre qui est bénéfique pour le territoire, pour notre activité économique, pour les entreprises elles-mêmes et leur attractivité. Donc, voilà, c'est quelque chose quand même qui est conséquent en Nouvelle-Aquitaine. D'autres questions? Alors, de mon côté, je n'en vois pas, mais vous pouvez lever la main, il n'y a aucun souci. On arrive à la fin, en fait, là. Oui, c'est ça. Et donc, c'était la 2 minutes. Voilà. On avait cette proposition d'atelier pour suivre, en fait, et puis ça permettra d'aller un peu plus dans le contenu parce qu'on n'a pas évoqué les sujets qui sont en lien avec cette démarche. On parle aujourd'hui d'économie circulaire, de lutte contre le changement climatique, de biodiversité, de gaspillage alimentaire, enfin, voilà, des sujets d'actualité sur lesquels on vous sollicite peut-être et que recouvre bien sûr cette démarche de responsabilité sociétale. Alors, pas d'autres questions? Non, Bah, pas écoutez, d'autres questions. Si, une question de Catherine, pardon, qui se demande si les diagnostics sont faits pour toutes les CCI et 87 en l'occurrence. Alors, pas toutes les CCI. Alors, je suis en panne là, parce que j'étais en train de me demander si j'allais me souvenir de tous les noms et toutes les CCI. Mais le mieux, c'est de vous adresser à votre CCI de proximité pour lui demander ce qu'elle peut vous proposer. Et elle vous le dira. Sachant que de toute façon, nous, on est en réseau avec des consultants et avec des formateurs. Et que jamais on ne laissera une entreprise sans réponse adaptée à son besoin. Voilà, ça c'est un engagement qu'on vous fait. Voilà, donc dans tous les cas, oui, vous pouvez avoir le diagnostic vous allez aussi sur votre territoire. Ouais. Et vous allez avoir un lien sur le site des éco-entrepreneurs avec tous les contacts de vos conseillers environnement, donc à la fin de la présentation. Et une dernière question, je propose qu'on la prenne. Alors d'ailleurs, juste sur la CCI 87, en fait, c'est Valérie Chadeau que vous pouvez contacter. Donc, vous trouverez ses coordonnées sur le site. Et la dernière question qui est de Audrey, quel est le pourcentage d'entreprises diagnostiquées par la CCI qui ont réellement mis en œuvre la démarche RSE et obtenu le label? Ah, ça c'est la question qui tue. Et je pense que ce sera notre dernière question. C'est la question qui tue parce que sur les labels, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de ressources qui permet de recenser l'ensemble des entreprises qui ont un label. Donc après, c'est de la connaissance de terrain qui permet de dire, bah oui, j'ai accompagné telle entreprise et elle a obtenu un label ou pas. Mais je n'ai pas de statistiques. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas beaucoup de clients qui souhaitent aller jusque-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais j'ai encore beaucoup d'entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de l'avantage marché tout à l'heure. C'est un des avantages de la démarche RSE, c'est quand même d'aller vers des clients qui sont demandeurs de critères RSE, qui sont demandeurs de performance en développement durable. Et là, évidemment, c'est intéressant pour l'entreprise de s'engager sur un audit, une évaluation et une labellisation. Et donc, ce sont surtout ces entreprises-là qui vont aller jusque-là. En fait, les autres, pas tellement. Donc, je dirais, si je dois donner un pourcentage comme ça au doigt mouillé, je dirais de l'ordre de 10%. Voilà. Et donc, moi, je peux compléter, puisque sur le volet labellisation, effectivement, donc moi, je participe, je coordonne des programmes sectoriels sur la RSE. Et donc, souvent, dans ces programmes-là, les entreprises s'engagent parce qu'il y a eu une demande marché, quelque part, d'aller sur ces démarches RSE, mais pas forcément sur la labellisation au départ. C'est plutôt s'engager sur la démarche pour pouvoir répondre aux attentes des clients sur tel et tel et tel critère et donc d'être préparé. Et la labellisation arrive dans un second temps. Par contre, ce que j'observe en discutant avec mes collègues chez AFNOR Certification, qui donc vendent la prestation de labellisation, c'est qu'eux ont un accroissement fort des demandes de labellisation en direct. Voilà. Donc là, c'est des entreprises qui ont besoin d'avoir
une évaluation, une labellisation pour rendre compte assez rapidement et rendre visible ce qu'ils font. Donc, il y a les deux démarches. Il y a un, j'y vais pas à pas, je sais qu'il faut que j'y aille, donc je construis, mais je ne vais pas vers la labellisation. Et aujourd'hui, je serai presque sur un volume de 50-50 dans les profils des entreprises que je peux rencontrer. Voilà, c'est bon. Et donc, rapidement, vous aurez dans le PowerPoint des dates de webinaires auxquels vous pouvez participer, qui sont nationaux, organisés par AFNOR, voilà, où on aura des témoignages de collectivités, d'entreprises et de PME sur l'engagement dans une démarche RSE. Donc, vous verrez ça. Et in fine, vous aurez aussi donc, la présentation et les contacts que vous pourrez trouver pour le réseau des CCI et pour la délégation régionale AFNOR. Voilà, avec les adresses des sites Internet. On reste à votre disposition après le webinaire. Vous recevrez une enquête de satisfaction et vous pourrez et vous recevrez également le PowerPoint de cette réunion. Merci beaucoup là, collectivement. Hein, je vous dis merci avec les personnes qui ont co-organisé avec moi, d'avoir participé. Puis nous vous disons à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.